Décembre 2018. Cela fait moins de 3 mois que le journaliste Jamal Khashoggi s'est fait assassiner et découper en morceaux. Aux portes de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, la haute société saoudienne donne une petite réception. Le clou des festivités est une grande course de voitures électriques qui symbolise la politique de réforme mise en œuvre par la famille royale. Je m'appelle Martin Smith, je suis journaliste et j'ai réussi à me frayer un chemin jusqu'à la loge royale. Voici Adel Al-Jubeir, le ministre saoudien des Affaires étrangères de l'époque. Mohamed Al-Sheikh, ancien avocat de la Banque mondiale et aujourd'hui ministre d'État. Le prince multimilliardaire Al-Walid Ben Talal, l'un des hommes les plus riches du monde. Et là, Norman Rule, un ancien haut fonctionnaire de la CIA. Il est en train de parler avec le plus grand collectionneur privé au monde de tableaux de Rembrandt, Thomas Kaplan. Je croise également quelques sommités royales de haut rang. Le puissant prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed. La princesse Rima, actuellement ambassadrice de l'Arabie saoudite aux États-Unis. Son Altesse royale, le prince Khaled Ben Salman, vice-ministre de la Défense. Et son grand frère, le prince héritier Mohamed Ben Salman, souvent désigné par ses initiales MBS. Je suis ici pour comprendre qui il est et quels sont ses projets pour l'Arabie saoudite. Je tiens surtout à lui parler du meurtre de Khashoggi, mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'heure, son Altesse royale a juste envie de suivre la course. Il veut tourner la page. On sait déjà beaucoup de choses sur cette funeste journée d'octobre 2018. À Istanbul, Jamal Khashoggi et sa fiancée turque prennent un taxi pour se rendre au consulat saoudien. Khashoggi entre dans le bâtiment peu après 13 h pour récupérer des documents en vue de son mariage. Mais à la fermeture du consulat, le journaliste n'est toujours pas ressorti. Très vite, des rumeurs commencent à circuler. J'étais sur Twitter et j'ai vu un message posté par un proche de Jamal. Il disait que Jamal Khashoggi était entré dans le consulat saoudien d'Istanbul, mais qu'il n'en était pas ressorti. J'ai aussitôt retweeté le message en écrivant « C'est quoi ce micmac ?» A prominent Saudi journalist disappeared in Istanbul. Jamal Khashoggi, a Saudi Arabian citizen and US resident. À l'époque, Khashoggi est un collaborateur régulier du Washington Post. Il écrit de nombreux articles très critiques envers le prince héritier. He was last seen entering the Saudi consulate in Istanbul, Turkey. Jamal Khashoggi hasn't been seen since. L'idée qu'on puisse entrer dans un consulat et disparaître, ça me semblait complètement absurde. Je ne comprenais pas la logique. Si on veut assassiner un dissident ou quelqu'un qu'on soupçonne d'être un dissident, à quoi cela rime de le faire dans son propre consulat? C'est plus difficile de réfuter les faits après ça. The mystery deepens tonight over the fate of Jamal Khashoggi. The Saudi government claims that Jamal Khashoggi entered the consulate and left shortly afterwards. Même parmi les Saoudiens, les gens ont été choqués. Ce n'était pas un opposant politique. Il n'avait jamais appelé à renverser le régime. On avait affaire à une situation complètement inédite. Turkish newspaper claimed officials had an audio recording of Khashoggi being tortured. And a dozen Saudi agents murdered Khashoggi in the consulate. Khashoggi's body was carved up into little pieces. C'est une chose d'apprendre qu'il a été kidnappé. C'en est une autre de savoir qu'il a été torturé et assassiné. Apprendre que quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps a pu finir ses jours de cette manière, c'est juste inimaginable.
Saudi Arabia is scrambling to carry out damage control. The Crown Prince himself is the principal suspect. This is a man who we've been trying to understand and cope with. Is he a modernizer or a tyrant? Prince Mohammed bin Salman is now facing greater scrutiny than ever before. So who is the man in charge of Saudi Arabia? L'histoire commence avec le père du prince Mohammed, Salman ben Abdelaziz Al Saoud. Il est né en 1935 et serait le 25e fils du fondateur du royaume. Très jeune, il est nommé gouverneur de la province de Riyad, un poste qu'il occupe pendant près d'un demi-siècle. Une période pendant laquelle le pays connaît des mutations extraordinaires. Salman est le gouverneur qui a transformé une petite ville du désert en cité prospère. Quand il est devenu gouverneur dans les années 60, la ville devait compter 100 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a environ 7 millions. Né en 1985, le jeune Mohammed ben Salman grandit durant cette période de croissance économique. Mais on sait peu de choses de ses premières années, ni pourquoi il devient le fils préféré de son père. Le roi a eu beaucoup de fils. Alors pourquoi choisir l'aîné de son troisième mariage? Le prince héritier et le roi ont passé énormément de temps ensemble. Ils partagent la même vision du monde. Apparemment, le roi a formaté son fils pour qu'il ait les mêmes opinions que lui, par exemple sur la corruption, les devoirs de la famille royale ou ses responsabilités envers le royaume saoudien. La plupart des membres de la famille royale partent étudier à l'étranger, mais pas le prince Mohammed. Lui reste à Riyad, aux côtés de son père, pendant ses études secondaires et ses années d'université. Après avoir obtenu son diplôme, il a été recruté par son père, qui était encore gouverneur à l'époque. J'imagine qu'il a beaucoup appris en travaillant à ses côtés. Ça a duré plusieurs années comme ça. Apparemment, il assistait à toutes les réunions de son père et y participait activement. En tant que gouverneur, le père de Mohammed est chargé de régler les conflits au sein de la famille royale. Dès qu'il y avait un problème ou un différend avec un prince rival, c'est le gouverneur qu'on allait voir. Il avait la réputation d'être absolument intraitable quand il s'agissait de punir les princes. Par exemple, il pouvait aller jusqu'à gifler ceux qu'il n'aimait pas pour les sanctionner. D'après ce qu'on raconte, il convoquait les princes qui refusaient de rembourser leur crédit, il les enfermait dans une villa luxueuse et il faisait pression sur eux pour qu'ils règlent leurs dettes. Et ils finissaient tous par payer. Il était au courant de tous les cadavres dans le placard. C'est lui qui se chargeait de les faire disparaître et de régler les problèmes. Et bien sûr, il a transmis à son fils l'intégralité de ses dossiers, dont les informations couvraient les 50 dernières années. Grâce à ça, ils jouissaient tous les deux d'une énorme influence au sein de la cour des Saouds, parce qu'ils connaissaient toutes les erreurs et toutes les fautes commises par chacun des membres de la famille. En 2015, suite au décès du roi, son demi-frère Salman monte sur le trône à l'âge de 79 ans. Il écarte d'emblée au profit de son propre fils, le prince Moukrin, qui était le prince héritier en ligne directe. Mohammed devient ainsi prince héritier dans l'ordre de succession. Il n'a jamais fourni aucune explication. Moukrin a simplement été écarté et remplacé par celui qui était alors vice-prince héritier, Mohammed Ben Nayef. Celui-ci était bien connu des services de la CIA, du MI6 et de tous les services de renseignement du monde entier. Et MBS a été placé en second. C'est ça. MBS, Mohammed Ben Salman, devient alors le numéro 2 dans l'ordre de succession. Il a 29 ans. L'Arabie saoudite est une monarchie absolue. La volonté du roi est absolue. Et le roi Salman a décidé que MBS serait son successeur. Il partage les mêmes opinions que le roi, la même virulence, par exemple au sujet de l'Iran. Et il a une dureté que le roi ne trouve pas chez les autres.
Qu'appelez-vous dureté? Quand c'est nécessaire, il n'hésite pas à utiliser des moyens de coercition contre ses ennemis, que ce soit en interne ou en externe. En fait, le roi est persuadé qu'on ne peut pas gouverner l'Arabie saoudite en prenant des gants. MBS ne le déçoit pas. À peine nommé ministre de la Défense, il lance une offensive contre le Yémen voisin. A new offensive to drive out Iranian-backed rebels who seized control of the capital and key military sites. Au Yémen, les rebelles houthis ne cessent de gagner du terrain, soutenus par les ennemis jurés de l'Arabie saoudite, les Iraniens. Pour MBS, cela représente une menace pour la sécurité nationale. Officials say the Saudi campaign was quickly planned, catching top US military commanders off guard. MBS ignore consciencieusement l'administration Obama. MBS arrive et dit « C'est moi qui vais définir nos intérêts nationaux en matière de sécurité ». Il fait cavalier seul. Ce n'est plus l'Arabie saoudite frileuse à laquelle on était habitué. Dans la famille royale, quelques anciens s'opposent à l'offensive. Ils la trouvent trop précipitée. C'est le cas par exemple du prince héritier Ben Naïef. Mais c'est le jeune prince Mohamed qui dicte sa loi, au point que le conflit au Yémen sera surnommé la guerre de MBS. Il y a toute une vague de jeunes Saoudiens qui le soutenaient. Vas-y Mohamed. C'était la première fois que l'Arabie saoudite se battait dans un conflit en dehors de ses frontières. Et avec un énorme succès, parce que MBS avait bien présenté les choses. On rentre, on sort, et hop, c'est plié. Parmi les plus ardents défenseurs de l'offensive au Yémen, il y a cet homme. Allez, santé. Jamal Khashoggi. C'est un café légèrement torréfié, avec de la cardamome. Ah d'accord. Il vient d'où le café qu'on boit en Arabie saoudite? D'Afrique? Au départ du Yémen, de la ville de Mocha. Je lui demande pourquoi cette guerre précipitée au Yémen est nécessaire, surtout au vu du nombre de victimes civiles. Si l'Arabie saoudite avait attendu que M. Obama approuve l'intervention au Yémen, ça ferait longtemps que le Yémen aurait disparu. Il serait sous le contrôle des Iraniens et des Houthis. Donc on n'a pas attendu M. Obama, et puis bien sûr ça renforce l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite ne viole-t-elle pas les droits humains avec ses bombardements? Vous savez, pour l'Arabie saoudite, c'est un peu comme l'année 1939. Vous comparez l'Iran à l'Allemagne nazie? Oui, en Arabie saoudite, c'est la même situation. Soit on accepte l'hégémonie iranienne, la main mise sur le Yémen et sur notre destin, soit on choisit la liberté. Let's get more on the Saudi position. I'm joined by Jamal Khashoggi. À l'époque, Khashoggi n'est pas spécialement critique envers le régime. Jamal Khashoggi, welcome back to the program. Globalement, il soutient le pouvoir en place. Jamal était journaliste, analyste, mais il avait aussi ses entrées auprès du gouvernement saoudien. Un initié. C'est ça, un initié. On le consultait pour comprendre la politique du pays. Mais aussi l'islamisme. Il avait toujours travaillé pour tel ou tel prince. Par exemple, il était très proche du prince Turki Al-Faisal. Il a même été porte-parole de l'ambassade à Londres, puis à Washington quand j'y étais ambassadeur. D'accord. Et est-ce qu'il lui arrivait de se plaindre du royaume? Jamal bouillonnait d'idées, et il n'hésitait pas à les partager ouvertement. Il était plein d'entrain, il avait de l'humour. Parfois, il riait de lui-même, parfois il riait avec les autres.
Et c'était un journaliste très professionnel. Let's get another perspective now from Saudi journalist Jamal Khashoggi. He joins me now from Washington. À l'époque, Khashoggi est particulièrement emballé par le discours de MBS sur la nécessité des réformes. Le nouveau roi et son jeune conseiller Mohammed Ben Salman plaisaient beaucoup à Jamal. Il lui donnait de l'espoir. En 2016, après une rencontre avec MBS, Khashoggi s'empresse de tweeter cette photo. C'est le seul cliché existant des deux hommes ensemble. Cela fait des années que je vis en Arabie Saoudite. Et pendant longtemps, je n'y ai pas observé beaucoup de changements. Mais ces derniers temps, je vais de surprise en surprise. Un soir de mars 2017, je suis invité dans un local d'artistes. De jeunes hommes s'y sont réunis pour jouer et écouter de la musique. Une scène très inhabituelle dans une ville comme Riyad, où ces soirées ont été longtemps interdites par les religieux saoudiens. Autrefois, ce genre de fête pouvait mener tout droit en prison. Mais MBS a mis fin à cette réglementation. Pour beaucoup de Saoudiens, il était devenu nécessaire de réformer le pays aussi bien sur le plan sociétal que sur le plan économique. Depuis des années, l'Arabie Saoudite tire la majeure partie de ses revenus de la vente de pétrole. Mais le prix du baril a chuté. Les autres secteurs économiques sont faibles et le chômage des jeunes atteint des sommets. En Arabie Saoudite, rien ne bougeait. L'économie s'avérait totalement improductive. Les femmes ne jouaient aucun rôle et la société était rongée par la corruption. C'est un pays gouverné par des vieillards qui prennent toutes leurs décisions par consensus. Tous les plans de développement qui ont été lancés à la fin des années 60 et au début des années 70 recommandaient deux choses: que l'économie du pays se diversifie et que le gouvernement soit moins dépendant des revenus du pétrole. Ça a toujours été votre objectif, mais vous ne l'avez jamais atteint. On avait toujours poussé dans cette direction. On en avait toujours discuté, mais c'est vrai qu'on n'y arrivait pas. Cette fois, on a agi. Le roi donne carte blanche à MBS. Jamais l'Arabie Saoudite n'avait fait preuve d'une telle ambition. لدينا في اليوم فرص تكاد أن تكون خيالية. فهذا جزء من التحدي إنه نحن تحت الضغط بأن ننجز شيء جديد في وقت قصير. L'objectif de MBS est d'importer les technologies et les divertissements occidentaux et de transformer son royaume très fermé en destination touristique de premier choix. Je ne connais personne d'aussi créatif que le prince héritier. J'ai beau avoir 17 ans de plus que lui, j'admire sa façon de gouverner. La plupart des gens qui rencontrent le prince sont impressionnés d'emblée. Il était sûr de lui, charismatique, déterminé, et il avait une vision. Pas de plan arrêté, mais un certain état d'esprit. Voilà le phare que je dois atteindre. C'était positif. Oui, je trouvais ça positif. On se disait qu'on avait affaire à un Saoudien d'un genre tout à fait inédit. Pour financer son projet Vision 2030, Mohammed Ben Salman envisage d'introduire en bourse la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco. The biggest investment banks in the world have been salivating over the prospects. شركة أرامكو نعمل على هذا الشيء مع عديد من البنوك والمراكز المتخصصة. نتوقع أن يكون تقييم أرامكو أكثر من 2 تريليون دولار. هناك أصول غير أرامكو سوف. Pour consolider son économie, il doit entreprendre des réformes sociales.
Il retire à la police religieuse le droit d'arrêter n'importe qui dans la rue sous prétexte d'outrage aux bonnes mœurs. Par exemple, les femmes étaient souvent accusées de ne pas être habillées correctement. Désormais, la police religieuse n'a plus le droit d'intervenir. Maintenant, on peut aller se détendre au centre commercial. La ségrégation dont souffraient les femmes est en train de se fissurer. Pendant très longtemps, on était cachés. On était cantonné aux métiers traditionnels et sous la coupe de la famille. Maintenant, on se montre, et dans tous les domaines. C'est grâce au prince Mohammed. Oui, absolument. Et au roi Salman. Réformer la culture religieuse, intégrer les femmes, aucun dirigeant de ces 50 dernières années n'avait été capable de le faire. Ces mutations font émerger une nouvelle identité saoudienne. De la même manière qu'il a affaibli le pouvoir de la police religieuse, Mohammed Ben Salman, avec son entourage, a réduit la prédominance de la religion au profit du nationalisme. Il a tenu un discours ultranationaliste sur la grandeur de l'Arabie saoudite. C'est à l'image de ce qui se passe dans le monde. Il y a une génération montante de dirigeants qui utilisent le même langage et la même rhétorique. ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر. Ce n'est pas le roi ni le prince Ben Nayef, mais bien MBS qui est devenu le symbole de cette nouvelle Arabie saoudite, aussi bien dans son pays qu'à l'étranger. Cependant, toutes ces évolutions ne signifient pas pour autant que les Saoudiens sont devenus plus tolérants en matière de politique. Il avait l'air très pro-occidental, pro-technologie. Mais personne ne s'est jamais vraiment demandé quel genre de système politique il avait en tête. Même ceux qui s'intéressent de près à la politique ne savent pas trop sur quel pied danser. Il ne fait cependant aucun doute que les changements économiques et sociaux ne pourront pas se faire sans une vraie réforme politique. Quand le roi Salman est monté sur le trône, on s'attendait au moins à ce que les prisonniers politiques soient libérés. Mais le roi n'était pas comme ses frères et sœurs. Les procès ont continué et on a même vu apparaître de nouvelles formes de pression. Yahya al-Assiri est un célèbre militant des droits humains. Je le rencontre lors d'une conférence de Saoudiens qu'il a organisée à Londres. Merci à tous d'être venus ici aujourd'hui. Cette réunion représente tout le monde. Et même si le régime nous en empêche, nous nous réunirons quand même. Au cours de ces dernières années, de plus en plus de Saoudiens ont quitté le pays. Des écrivains, des universitaires, des militants. Nous, ce qu'on demande, c'est la liberté d'expression, de réunion, de mouvement. Et le droit de notre peuple à disposer de lui-même. Ce que les dirigeants craignent par-dessus tout, nous le savons, ce sont nos revendications. C'est pour ça qu'ils réagissent de façon aussi agressive. C'est quel genre d'homme, Mohammed Ben Salman? C'est un homme qui veut prendre le pouvoir le plus rapidement possible. Et grâce à son service de communication, il se construit une image de réformateur. En mars 2017, Mohammed Ben Salman accepte de me recevoir dans son bureau à Riyad. Je souhaite l'interroger sur les réformes politiques. Mais une fois que je suis sur place, il me parle surtout de ses projets économiques et du nouveau président américain Donald Trump. Je lui propose une interview filmée. Il me répond qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Le lendemain, à ma grande surprise, il m'envoie un SMS. C'est mon numéro, Mohammed Ben Salman. J'ai beaucoup apprécié notre rencontre. Soyez assurés que je reste en contact. Pendant ce temps, Jamal Khashoggi continue d'être sollicité pour commenter l'actualité. Suite à l'élection américaine de 2016,
il participe à la visioconférence d'un groupe de réflexion américain. Thank you for inviting me. I'm sure Saudi Arabian officials were caught off guard by the election of Mr. Trump. I'm sure Il ne se montre pas négatif, il met seulement en garde. If we had difficulties with somebody like Mr. Obama, I'm sure we'll have more difficulties with Mr. Trump. Il conseillait aux États du Golfe, y compris à l'Arabie Saoudite, de ne pas mettre tous leurs œufs dans le panier de Trump, mais plutôt de diversifier leur réseau de relations. Mr. Trump has to choose. He cannot be critical of Iran nuclear program and not see the chaos they are creating. It is not just because Difficile de savoir s'il a conscience d'avoir franchi la ligne rouge. En tout cas, c'est sûr, il l'a franchi. Khashoggi raconte qu'à partir de ce moment-là, les autorités saoudiennes lui ont interdit d'écrire, de tweeter ou de passer à la télévision. Mohamed Ben Salman craignait que cette intervention soit perçue comme un discours contre Trump et son entourage. Il ne voulait pas qu'on interfère dans sa relation avec l'administration Trump. C'est ça. Lorsque Donald Trump se rend à Riyad en mai 2017, l'importance de cette relation pour les Saoudiens ne fait plus aucun doute. The grandeur of this welcome is so different from past presidents. Really just showing how excited this country is that President Trump has chosen Saudi Arabia to make his first stop. And I want to talk... Ça a été un coup de communication énorme pour MBS et le roi Salman. Ils démontraient qu'ils étaient capables de faire venir la personne la plus puissante du monde en Arabie Saoudite et de relancer l'alliance stratégique qui avait été mise à mal sous la présidence d'Obama. Pour MBS, ça a été une immense victoire. Les Saoudiens profitent de la visite du président américain pour l'influencer sur différents sujets. Ils savaient comment s'y prendre avec Donald Trump. Ils avaient l'habitude de ce genre de personnalité. Le président a des points communs avec beaucoup de princes saoudiens. Ils ont projeté son visage sur des affiches géantes et sur des façades d'immeubles. Ils lui ont montré la danse de l'épée. Un énorme spectacle. King Salman bin Abdulaziz Al Saud confers King Abdulaziz Medal on President Donald Trump. Brossez-le dans le sens du poil et il fera tout ce que vous voudrez. Et ce que veulent les Saoudiens, c'est que Trump les aide à affaiblir l'Iran et à réaliser leur ambition de devenir l'acteur incontournable du Moyen-Orient. En contrepartie, MBS promet à Trump et à son gendre Jared Kushner de les aider à résoudre le conflit israélo-palestinien. Mohamed Ben Salman a déclaré « Pour moi, le Moyen-Orient doit inclure Israël. Je suis prêt à reconnaître le pays, à faire du commerce avec lui. » Et ça, je pense que ça a beaucoup plu à l'administration Trump. C'était la pièce maîtresse du plan de paix que Kushner essayait de mettre en place. The president and his top aides taking steps to solidify relations with the Muslim world. Parmi les nombreuses réussites de Mohamed Ben Salman, l'une des plus éclatantes est incontestablement son opération de séduction de Donald Trump. À la faveur de sa visite, le président américain signe un contrat d'armement de plus de 100 milliards de dollars. We signed historic agreements with the kingdom, and we will be sure to help our Saudi friends to get a good deal from our great American defense companies. Pour les Saoudiens, cette visite est un triomphe sans partage. Désormais, ils savent que Trump est à leur côté. Fort de ce soutien, MBS prend de nouvelles dispositions politiques à l'encontre de son très riche voisin, le Qatar.
Saudi Arabia, Bahrain, the UAE, among others, broke off diplomatic contact and suspended commercial. Depuis des années, les Saoudiens reprochent au Qatar de financer des groupes terroristes et d'être trop indulgents envers l'Iran. Pour MBS, le temps est venu de prendre des mesures. Du jour au lendemain, l'Arabie saoudite a coupé les routes commerciales et les voies de transport vers le Qatar. Elle a rompu les relations diplomatiques. Elle réclamait une capitulation totale, comme si le Qatar était son vassal. Ça a été vraiment brutal. Countries blockading this nation sent Qatar a 13-point list of demands. Qatar's been asked to curb diplomatic and trade relations with Iran. Another demand is the closure of Le Qatar est prié de fermer sa grande chaîne de télévision nationale, Al Jazeera. L'Arabie saoudite ne voit pas pourquoi un pays aussi minuscule que le Qatar aurait son mot à dire dans la région. Alors, elle le prend à la gorge. Le Qatar a encouragé l'incitation à la haine et l'extrémisme par le biais de ses médias afin de déstabiliser d'autres pays. C'est pourquoi on dit aux Qataris, ça suffit. Si vous voulez avoir des relations normales avec nous, il faut que ça cesse. Trump tweet son soutien aux Saoudiens et semble partager leurs reproches envers le Qatar. Content de voir que ma visite en Arabie saoudite porte déjà ses fruits, c'est peut-être le début de la fin du terrorisme. Ce que Trump a l'air d'oublier, c'est que le Qatar est un allié important des États-Unis. C'est lui qui abrite la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient. Trump tente de négocier un accord, mais le Qatar refuse de céder aux exigences saoudiennes. La force des Qataris, c'est qu'ils disposent d'énormes ressources financières. Ils ont appris à se débrouiller sans leurs voisins. Et ils ont surmonté le blocus saoudien sans aucun désagrément économique. Au contraire, ils ont prospéré. MBS n'en refuse pas moins de lever le blocus. MBS veut être le dirigeant incontournable qui pèse sur les politiques de la région. Son ambition, c'est être l'acteur numéro 1 du Moyen-Orient. MBS est également déterminé à devenir le seul homme à régner dans son pays. Mais il reste un obstacle, le prince héritier Mohammed Ben Nayef. Dans la nuit du 20 juin, 2 semaines après l'offensive contre le Qatar, le roi convoque Ben Nayef devant les caméras. En fait, MBS va littéralement briser la personnalité et le pouvoir de Mohammed Ben Nayef. Il l'humilie complètement. Puis, il fait son numéro où il embrasse la bague de son rival et fait mine de se soumettre à lui. Mohammed Ben Nayef s'est prêté de bonne grâce à cette petite mise en scène. Mais il a été assigné à résidence immédiatement après. C'est sûr que c'était une belle résidence, c'était même un palais. Mais il était privé de tout contact avec l'extérieur. The former crown prince was in charge of Saudi Arabia's security services. He has been relieved of all position. Quelques heures plus tard, Trump appelle Ben Salman pour le féliciter. Mohammed Ben Nayef était peut-être le meilleur ami de la CIA, mais pas celui de Trump et encore moins de Kushner. La Maison-Blanche avait choisi son allié saoudien et c'était MBS. En l'espace d'une nuit, MBS exécute sa manœuvre avec succès. D'après vous qui êtes proche des Saoudiens, comment faut-il interpréter ce besoin d'évincer Mohammed Ben Nayef? Je pense que pour le roi et pour le prince héritier, il était absolument urgent de transformer les structures économiques et politiques du royaume. C'est ça qui les a contraints à prendre cette décision. Une fois Mohammed Ben Nayef écarté, c'est le nouveau prince héritier MBS qui prend les commandes.
Il est devenu président de la Cour royale, ministre de la Défense, et il a pris le contrôle du ministère de l'Intérieur du prince héritier Mohamed Ben Nayef. Tout le pouvoir s'est retrouvé concentré entre les mains d'un seul homme. C'était du jamais vu. Les Saoudiens ont déjà un premier aperçu des futures réformes de MBS. Un parc d'attractions ouvre ses portes dans un centre commercial de Riyad. Outre les manèges et les nombreuses boutiques, on y trouve un grand multiplex qui projette les films les plus récents. Pendant des décennies, les salles de cinéma étaient formellement interdites. Aujourd'hui, MBS prévoit d'en ouvrir 350 dans tout le royaume. Ce que tout le monde ignore encore, ce sont les efforts déployés en coulisses pour fixer les limites de cette liberté autorisée. Les réformes dans le royaume risquaient de déclencher de nouvelles sortes de conflits. Avec d'un côté des milliers d'agents de la police religieuse qui seraient opposés aux réformes, et d'un autre côté, forcément, des milliers de Saoudiens qui réclameraient encore plus de changements. Donc, pour le pays, c'était un choix cornélien. Et tôt ou tard, il allait devoir trancher. En Arabie Saoudite, les 2/3 des habitants ont moins de 30 ans. C'est le pays du Moyen-Orient qui compte le plus d'utilisateurs de Twitter. L'Arabie Saoudite, c'était le pays de Twitter. Les gens s'exprimaient beaucoup sur la plateforme. Ils l'avaient même surnommé le Congrès saoudien. Et c'était assez ouvert. Mais tout change quand MBS devient le prince héritier. MBS a commencé à saisir l'importance d'influencer et de manipuler les débats sur Twitter, d'espionner ce que les gens écrivaient ou pensaient. Il a compris que c'était indispensable pour garder le contrôle du pouvoir. Il a fallu un peu de temps avant que les Saoudiens ne prennent conscience de ce qui se passait. Avant, dans leur pays, Twitter était une plateforme ouverte, où les gens n'avaient pas peur d'exprimer leurs opinions. Mais petit à petit, c'est devenu un instrument d'oppression. Pour surveiller Twitter, MBS s'adjoint les services du très loyal Saoud Al-Qahtani. Le prince compte sur lui pour aller même beaucoup plus loin. Le voici à Jeddah, lors d'un grand concours de développement de logiciels qu'il a lui-même organisé. Saudi Federation for Cybersecurity and Programming, you are officially amazing. Congratulations. Il fait partie de ces Saoudiens qui s'intéressent à la technologie et qui connaissent bien les réseaux sociaux. Pour Mohamed Ben Salman, c'est l'homme le plus à même de promouvoir son image, sa vision et ses idées. Al-Qahtani possède l'un des comptes Twitter les plus influents du royaume. Il écrit également des poèmes sur la famille royale. Il a beaucoup d'humour et de répartie. C'est un puits de science sur la culture de son pays. Et il connaît tous les journalistes, tous les intellectuels. Et il est très compétent. Autrement dit, si on lui confie une tâche, il travaillera dur, avec beaucoup de rigueur. L'une de ces tâches consiste à manipuler l'opinion sur Twitter grâce à des centaines de comptes, aussi bien réels que générés par des robots. Bill Marchak est un expert en informatique qui a suivi de près la stratégie numérique de l'Arabie Saoudite.
Saoud Al-Qahtani a eu recours à plusieurs pseudonymes, qui ont pu être identifiés par la suite. On a découvert qu'il intervenait sur des forums de hackers, où il se vantait de pouvoir créer des bots sur Twitter et influencer les débats sur les réseaux sociaux. Les gens se disaient « Tiens, 80% des tweets avec ce hashtag sont pro-MBS. Au fond, peut-être que tous les Saoudiens soutiennent MBS. » Mais en réalité, il n'y avait que quelques dizaines de personnes derrière. Al-Qahtani s'en remet également à Twitter pour suivre les dissidents, comme Saad Al-Faki. أنك الآن تعيش بهذا الذل والوضع التعيس وأنت بيدك الخيار أنك تنقذ نفسك وتنقذ عائلتك وتعيش حياة كريمة في المستقبل. إذن نحن الأولى من Al-Faki vit en exil depuis plusieurs décennies. 3 fois par semaine, il diffuse sur sa chaîne YouTube une émission qu'il enregistre dans une cave aménagée en studio au nord de Londres. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سقوط محمد بن سلمان نعمة عظيمة على هذه الأمة وعلى المنطقة كلها. Les dissidents comme Al-Faki peuvent se faire bombarder d'insultes et de menaces en l'espace de quelques heures. La cyberpolice d'Al-Qahtani est surnommée l'armée des mouches. Saoud Al-Qahtani a toute une armée. Le travail de ces soldats consiste à se mettre devant un écran et à tweeter ou à poster des commentaires sur YouTube ou sur Facebook. C'est lui et son équipe qui sont derrière tous ces commentaires. Ils interviennent soit pour promouvoir le régime, soit pour critiquer ce qu'on écrit. Que disent ces commentaires? Eh bien, par exemple, que Mohammed Ben Salman est un grand homme, que c'est un véritable héros, et que M. Al-Faki et M. Intel sont tous des traîtres. Est-ce que c'est efficace? Pour discréditer, non. Mais pour intimider, oui. Il se pourrait même que les Saoudiens aient réussi à infiltrer Twitter. En 2015, des agents secrets occidentaux découvrent que les Saoudiens sont en contact avec un ingénieur de Twitter. Selon 3 sources interrogées par le New York Times, ils l'ont convaincu d'espionner plusieurs comptes d'utilisateurs. Twitter prévient aussitôt Al-Faki qu'il fait sans doute partie des comptes surveillés. On a appris qu'il y avait une enquête sur un employé saoudien de Twitter, soupçonné d'être une taupe au service de la cour royale. Comme il travaillait chez Twitter, il avait probablement accès à des détails privés sur les comptes. Et ça pouvait se révéler très précieux pour identifier un réseau de militants, par exemple. Absolument. En fait, les Saoudiens connaissaient déjà la plupart de ces militants. Mais c'est aussi très utile de savoir ce qu'ils racontent et ce qu'ils sont en train de préparer. L'employé soupçonné d'espionnage travaille chez Twitter depuis environ 2 ans. Est-ce que ça arrive souvent à Twitter d'avoir des taupes infiltrées dans l'entreprise qui téléchargent des messages privés et récupèrent des informations sur les profils? C'était la première fois qu'on entendait parler d'une affaire comme ça. Et c'était aussi la première fois que Twitter avait envoyé un de ces fameux messages de menace officiels qui disait « Un État essaye d'accéder à votre compte ». Même si rien ne prouve que son employé Ali Al-Zabara ait transmis des informations au régime saoudien, Twitter décide de le licencier. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à le joindre. Il a quitté les États-Unis et vit désormais en Arabie Saoudite, où il travaille dans une organisation affiliée à la cour royale. Al-Qahtani profite de son poste au service de communication de la cour royale pour créer un hashtag spécial sur Twitter. Au départ, il s'agit de recenser tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision du prince Mohammed de boycotter le Qatar. Mais il n'en reste pas là. Le hashtag officiel est Blacklist, liste noire. Chaque nom signalé fera l'objet d'une enquête. Le hashtag liste noire invite tous les citoyens d'Arabie Saoudite à devenir complices en identifiant les personnes qu'il faut blacklister.
Ça peut être suite à une réaction concernant l'ouverture de la politique économique, ou l'autorisation des femmes à conduire, ou simplement à cause d'une prise de position sur le conflit israélo-palestinien. Ou bien, si vous vous disputez avec quelqu'un, vous pouvez informer les autorités que cette personne se permet de critiquer le régime. Pour un gouvernement, c'est la forme de répression la plus insidieuse qui soit. Faire en sorte que les citoyens se contrôlent les uns les autres. Une liste noire parallèle est créée spécialement pour cibler les journalistes. Les Saoudiens apprennent son existence sur la télévision publique. تفاعل مغردون عبر تويتر في هاشتاج قائمة سوداء للإعلاميين المسيئين. Sur cette liste noire-là, il y avait tous ceux qu'Al-Qahtani soupçonnait d'être contre le prince héritier, contre le pouvoir en place en Arabie Saoudite. Très vite, la liste est sur toutes les lèvres. Et Al-Qahtani veille à ce que tout le monde sache qui tire les ficelles. Vous pensez que j'agis tout seul? Je suis un fonctionnaire qui exécute scrupuleusement les ordres du roi et du prince héritier. On pourrait penser qu'avec le pouvoir qu'il a acquis, MBS a commencé à se détendre, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Sa toute-puissance l'a rendu encore plus frénétique et avide de pouvoir. Il est devenu plus déterminé que jamais à traquer ses ennemis. La cour royale se tourne alors vers une société de surveillance italienne nommée Hacking Team. Is passive monitoring enough? You need more. You want to look through your targets. You have to hack your target. Exactly what we do. Les achats de logiciels de piratage et de localisation par des gouvernements s'élèvent à plusieurs millions de dollars. Rely on us. Compte tenu de votre excellente réputation et de votre professionnalisme, notre centre de surveillance et d'analyse des médias à la Cour royale souhaiterait entamer avec vous une collaboration productive. Pourriez-vous nous envoyer la liste complète des services qu'offre votre honorable société? Saoud Al-Qahtani. Nous n'avons pas réussi à joindre Hacking Team, mais l'entreprise italienne n'est qu'une des innombrables sociétés de surveillance que les Saoudiens ont contactées. Lors de cette conférence londonienne, les dissidents expriment leur crainte d'être surveillés. Les militants saoudiens pour les droits humains sont fiers de défendre cette cause. Mais ils ont peur du gouvernement. Aujourd'hui, le régime saoudien a le pouvoir de pirater n'importe lequel de ses citoyens. Ces derniers mois, parmi toutes les personnes qui communiquent par Internet, par téléphone ou par email, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui étaient terrorisés. En mai 2018, Yahya al-Assiri reçoit un SMS d'un expéditeur inconnu. J'ai reçu un message sur mon téléphone portable. Ça disait « Vous avez une audition devant la cour saoudienne ». J'avais envie de comprendre ce qui se passait, parce que je ne faisais l'objet d'aucune poursuite judiciaire en Arabie Saoudite. Alors j'ai cliqué sur le lien. Et le jour même, j'ai senti que mon téléphone devenait brûlant et qu'il se mettait à ramer. Al-Assiri est aussitôt mis en contact avec Bill Marchak de Citizen Lab. On a identifié le lien. Il était vérolé par le mouchard Pegasus de la société NSO Group. NSO est une entreprise israélienne qui a développé un logiciel d'espionnage baptisé Pegasus. Il peut allumer le micro ou la caméra de votre téléphone, transformer vos écouteurs en outils d'espionnage, décrypter n'importe quel message codé sur votre téléphone. Voilà le genre de technologie que MBS s'est procuré en secret auprès de son nouvel ami, Israël. Que peut faire un militant comme Yahya al-Assiri pour se protéger des piratages? Malheureusement, rien. Quand un gouvernement est prêt à dépenser des sommes astronomiques pour traquer ce genre de cibles prioritaires, il n'y a pas grand-chose à faire. Je sais que le gouvernement peut me suivre à la trace et qu'il connaît tous mes déplacements. Il sait où se trouve mon bureau et ma maison. Si je me laissais impressionner, j'arrêterais de travailler.
Et ça, c'est hors de question. La société NSO Group ne s'est pas exprimée sur l'affaire Al-Asiri. Mais d'après ce qu'elle nous a confié, elle ne tolère pas que son logiciel soit dévoyé pour espionner des opposants ou des journalistes. À son retour en Arabie Saoudite, Jamal Khashoggi reste plusieurs mois sans pouvoir travailler. Il a le droit de voyager, mais n'a plus le droit ni d'écrire, ni de tweeter, ni de passer à la télévision. Il avait l'espoir que cette sanction serait levée. Alors il s'est dit, si je file droit pendant un moment, ils reviendront sur leur décision. Je l'ai revu plus tard et la sanction n'avait toujours pas été annulée. Il m'a dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Parce que rester chez moi, sans pouvoir tweeter, ni écrire, surtout écrire, c'est au-dessus de mes forces.